De ces grosses têtes au carré. Avec vous, Claudie Aigneret, vous avez eu envie de nous parler de sismologie pour cette émission. Vous vous engagez dans une nouvelle carrière, ça y est, une nouvelle discipline. On a vu tout à l'heure avec Sandrine qui nous expliquait comment la science sortait des labos en étant diffusée sur les ondes ou dans les journaux. Moi, je voulais vous parler de comment le citoyen va entrer dans le labo, éventuellement, et devenir contributeur à une science citoyenne, en prenant l'exemple de la sismologie. C'est un papier qui est paru dans Science au mois de janvier, de Richard Allen, et il a été repris par Sylvestre Huet dans le blog de Libération. La sismologie devient science citoyenne. Alors c'est vrai, ça veut dire que le citoyen lambda, pas scientifique, mais va se saisir de cette science du tremblement de terre, science des séismes, la sismologie, et va l'enrichir en y contribuant. Un tremblement de terre, tout le monde le sait, c'est une expérience collective, malheureusement. Et les citoyens, depuis longtemps, ils aidaient les sismologues. Là, on l'a mis en évidence, c'est ce que raconte ce papier. Il y a un centre sismologique euro-méditerranéen, le CESEM, qui, depuis 2004, avait mis en place un site internet pour informer le public quand survenait un séisme. Et c'est vrai que quand survient un séisme, les gens se connectent à leur ordinateur pour informer, pour voir comment ça se passe. Et on s'est aperçu que dans les gros tremblements de terre, effectivement, le serveur web, ce serveur internet, tombait en panne par un afflux de connexions. Je parle des ordinateurs en poste, mais aussi des messages qui étaient envoyés par les smartphones, témoignant de l'intensité. Et on voit donc aujourd'hui qu'on pourrait presque cartographier, mieux que ne le font des détecteurs sur place, par les adresses IP, on pourrait dire, des ordinateurs, ou par le lieu d'envoi des messages par le particulier, SMS. Par l'ordinateur du particulier, Par on pourrait faire une cartographie. SMS, on peut faire une cartographie. Les images sont présentes dans l'article dans Science. Déjà, c'est plus rapide que ce qu'on peut obtenir comme données collectées parce que vous envoyez votre SMS et vous vous informez. Ça vient très très vite. Et puis ensuite, ça permet non seulement de déterminer ce qu'on appelle la puissance du séisme, la magnitude, on entend toujours ce mot-là, mais ça permet d'en évaluer l'intensité parce qu'on va voir à l'endroit où ça diffuse et ça va permettre d'évaluer les conséquences humaines en fait des dégâts du séisme. C'est quelque chose de tout à fait considérable pour alimenter ces bases de données et transmettre des informations peut-être plus pertinentes en termes de réaction immédiate quand il s'agit de séisme. C'est vraiment une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences citoyennes. Donc ça permet d'être quasiment plus efficace que les outils certains outils, en tout cas des sismologues, pour localiser par exemple la survenue du séisme. Voilà, ça va plus vite dans la diffusion de l'information, et donc les mesures à prendre. Et puis c'est non seulement en termes de magnitude, mais en termes d'intensité de répartition, et ça peut permettre de prévenir plus vite dans des conséquences à distance de dégâts, pas encore, mais être en prévention. Donc là, on voit que c'est un exemple particulier de science citoyenne, parce que ça répond aussi à une urgence. Donc c'est quelque chose qui se fait sur un moment donné, on a besoin de toutes les informations possibles. Absolument. Alors pour étendre un petit peu et parler justement des sciences citoyennes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité que des citoyens et les jeunes générations adorent ça sur des jeux de découverte scientifique qui existent aujourd'hui. Par exemple, le jeu Foldit, qui a plus de 500 000 contributeurs sur le net. Qu'est-ce que c'est, Foldit? Foldit, vous connaissez tous autour de cette table? Moi, je ne connais pas. Les trucs cochons. Du pliage de molécules en 3 dimensions. Mais vous êtes un grand ado, Patrick Pelou, ça doit vous intéresser. Non, Foldit, non. C'est un jeu en ligne qui a été développé par l'université de Washington et qui a permis, c'est du pliage de molécules en 3D. Donc sur son ordinateur, avec le 3D, on peut aujourd'hui y travailler. Et on a pu mettre au jour, grâce à la contribution de ces 500 000 internautes qui ont collaboré, la structure moléculaire d'une enzyme liée au développement d'un rétrovirus proche du virus du sida. Ça faisait 10 ans que les chercheurs, par équipe dispersée, essayaient de résoudre ce sujet. Et là, en 3 semaines, à partir du moment où on a lancé le jeu Foldit, cette intelligence collective a permis de résoudre. Je vous parlais d'un papier publié dans Science
qui est une grande revue pour la sismologie, Foldit et cette découverte contributive, ça a été publié dans Nature. Mais ça veut dire que les personnes qui ont joué donc, à ce jeu vidéo ont permis à la recherche sur le sida, je résume très grossièrement, de faire des avancées qui n'avaient pas été faites auparavant, C'est ça, Sandrine parce Cabu. que on utilise la puissance de calcul des ordinateurs et l'imagination des gens. Oui, on est aussi. au-delà de la puissance de calcul des ordinateurs. C'est l'imagination, c'est la façon tout à fait. de se passionner pour une démarche d'analyse du sujet. On l'a vu aussi avec un autre jeu de découverte scientifique qui s'appelle Galaxy Zoo, pour effectivement dénommer des galaxies, retrouver des éléments. C'est un site qui existe aujourd'hui, le jeu de découverte scientifique, et cette collaboration du citoyen à la science, c'est quelque chose d'assez étonnant. Patrick Pelot. Il me semble que c'était une initiative de Thierry Lhermitte qui avait lancé ça avec d'ailleurs Jacques Chirac à l'époque, où ils avaient proposé de connecter sur un réseau pour que les scientifiques puissent utiliser toutes les mémoires des ordinateurs. Alors ça, c'est un premier point, effectivement, il y a quelques années, qui était d'utiliser des puissances d'ordinateurs dispersées, effectivement, par des utilisateurs qui n'utilisaient pas leur ordinateur à ce moment-là, et donc ça permettait en puissance de calcul. Là, je parle d'intelligence collective. Oui, c'est l'internaute qui résout le problème, et puis on s'entraide entre soi. C'est la puissance du Web 2.0 et la transformation de l'éducation qu'on peut avoir aussi avec ces moyens-là. Je vais y revenir. Le jeu est un élément intéressant dans l'éducation et l'éducation aux sciences. Dominique Leglu. Oui, là vous parlez effectivement de sciences participatives, mais le premier exemple que vous avez cité, donc la sismologie, ça fait penser à cette agrégation des données qui s'est passée au tout début de la grippe. De la grippe. Absolument. Hein, c'est-à-dire effectivement identifier où il est en train de se passer quelque chose en direct. Donc tout le côté épidémiologie va en bénéficier certainement sur toute la planète assez vite. Oui. C'est déjà commencé, à vrai dire, en fait. Oui, mais il faut avec savoir. Le système grippe, il y a aujourd'hui un réseau grippe qui est effectivement plus rapide que même les réseaux de spécialistes. Mais il faut savoir interpréter aussi, il faut savoir interpréter et l'information. Je dis qu'à partir de là, cette information, effectivement, citoyenne, réentre dans le labo. Et ensuite, c'est justement comment ces données vont rentrer dans le laboratoire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et où les scientifiques vont pouvoir l'utiliser. Moi, c'est vrai qu'en tant que médecin, par exemple, je me suis intéressée aux maladies rares. C'est bien évident que ces maladies étant dispersées, ayant très peu d'informations, en tant que médecin, on n'est pas formé à ça. S'il y a des réseaux de mise en commun par les citoyens dont le fils ou la mère est atteint de telle ou telle maladie, ça va constituer une base de données tout à fait considérable. Donc sur ce plan médical ou sur le plan de la sismologie, on l'a vu, c'est intéressant. C'est intéressant de faire entrer les citoyens dans toutes les sciences, selon vous, ou pas? Parce qu'il y a vraiment des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres. Parce que tous les scientifiques, évidemment, ne sont pas du tout prêts à laisser rentrer les citoyens dans leur labo. Hein. Non, mais l'imagination est au pouvoir et il faut montrer effectivement à quel moment ça peut contribuer. Moi, j'aimerais bien que ces jeux, cette démarche-là, elle entre aussi dans l'assistance à l'éducation. Parce que c'est vrai que la science, à l'école en particulier, elle est souvent vécue comme quelque chose qui est triste, qui est dur, qui est mort. Avec ces jeux-là, les jeunes vous disent, ceux qui y ont participé, non seulement je suis très fière d'avoir contribué à mettre en évidence un résultat scientifique. Mais en plus, je me suis aperçue que la science, c'est cool. La science, c'est cool. Formidable si on peut arriver, grâce au jeu, à redonner envie. Fold it, monsieur Pelot. Fold it pour le jeu. Et donc, effectivement, la science est cool. Je trouve ça formidable de se dire qu'on peut, pourquoi pas, susciter des vocations à partir d'éléments de ce genre. Et je pense qu'on peut aller dans l'expérimentation avec l'éducation nationale sur des jeux de découverte scientifique, ces jeux sérieux. Patrick Pelot. Oui, mais c'est par rapport à l'acte citoyen qui consiste à informer, à participer justement à des recherches. C'est intéressant, mais je vous dis, il faut vraiment traiter l'information. Et on le voit, nous, au niveau des services des urgences, où on est vraiment une veille sanitaire très intéressante. On a quand même beaucoup de mal, bien souvent, à faire remonter l'information, notamment lorsque vous avez, je sais pas, sur des problèmes de santé publique, comme par exemple la vague de cocaïne qui traverse et qui est bien, hélas, présente en France maintenant. On a un mal fou à faire passer ça et à faire remonter, alors que c'est bien présent. Mais
l'intérêt du web et de l'information citoyenne, c'est pas mal, mais c'est sujet quand même à faire attention à ce qu'on met dedans. Par exemple, au CERN, on est en train d'installer un laboratoire de citizen science. Donc, je veux dire qu'effectivement, Pour trouver le on boson se de Higgs met dans des... Non, mais pourquoi faire? À quoi ça va servir? Il y a sûrement des tas de sujets scientifiques. Je ne saurais pas répondre précisément. Allez consulter les domaines des sciences collaboratives et sciences citoyennes. Mais je veux dire que ça se fait dans un contexte, effectivement, d'université scientifique ou de centre de recherche qui valide l'apport Dominique. de ces informations. Tout ce qui est évoqué, ça me fait penser à une réflexion que je lisais l'autre jour d'un scientifique spécialiste d'imagerie cérébrale. C'est à côté de la science qui est traditionnellement test d'une hypothèse. Hein. On se met une hypothèse devant soi, on travaille et puis on essaie. Là, c'est aussi acquisition de données, acquisition de multiples données. Et on y assiste maintenant partout. Et c'est ça qui va permettre donc Oui, il y a une qu'un puissance certain nombre de considérable. gens Bien sûr. qui n'ont jamais approché ce milieu puissent y entrer. Allez, Sandrine et Patrick, pour terminer là-dessus. Non, moi juste, c'est pour d'ailleurs les saluer et fêter avec eux le centenaire de la Ligue de protection des oiseaux, où d'un coup, vous avez une mobilisation citoyenne on en a parlé sur ici. la science qui est passionnante, où d'un coup, tout le monde, justement, participe au même objet. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait sur la protection des oiseaux. Sandrine Cabu. C'était pour rebondir sur ce terminer. que disait Dominique Leglu. Oui, ce qui est formidable, c'est de voir la science se transformer en une science des réseaux où, effectivement, on agrège des données, ce qui n'empêche pas après, évidemment, de les analyser, mais on dispose d'une somme colossale de choses. Mhm. Voilà, et ça change tout. En fait. Allez, tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à Jacques Testard. Sciencecitoyenne.org, ça c'est un site internet qui a pour objectif justement de favoriser le mouvement de réappropriation citoyenne et démocratique de la science pour la mettre au service du bien commun. Donc la science citoyenne, ça existe aussi de cette façon-là. Et apparemment, avec plaisir, pour la plupart. Sciencecitoyenne.org.